Bonjour Frédéric. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien, on a un beau programme devant nous. On va commencer par faire une petite présentation et puis ensuite on rentrera dans tes passions et dans tout ce qui fait justement que tu es là aujourd'hui. Alors tu es un modèle d'excellence à la française. Après tes études et ton service militaire à l'école polytechnique, tu commences ta carrière au BCG avant de partir pour une quinzaine d'années vers les télécoms chez Alcatel qui deviendra Alcatel-Lucent et pour qui tu deviendras DRH Monde. Tu fais ensuite un détour dans le secteur de l'énergie chez Schneider Electric puis tu reviens à ton secteur d'origine en devenant CEO d'Orange en 2022. Tu deviens alors la première femme à diriger ce groupe et l'une des trop rares femmes à diriger une société du CAC 40. Orange est une société française mondiale et iconique. On aura le temps d'explorer vos actions et votre stratégie, mais aussi, et c'est la particularité de l'émission Les Pionniers, durant cet entretien, Christelle, nous allons principalement vouloir explorer tes pensées et ton mode de fonctionnement pour comprendre ce qui te fait agir. Et pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes et toutes les suivantes sur lespionniers.tv et vous abonner à nos chaînes et nos réseaux sociaux Les Pionniers TV. Christelle, c'est parti, on commence par ton parcours. Christelle, tu es née en octobre 74 à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Voilà, tu m'arrêtes quand je me trompe. Hein. Non, tout ça c'est vrai. Je me suis renseigné. Ton père est ingénieur centralien et ta mère normalienne et professeur de maths à l'université. Est-ce que le parcours de tes parents t'a influencé ? Ah, forcément un peu, parce que d'abord j'avais des facilités en maths, et pour moi, être une femme et faire des maths, déjà, c'était la normalité. Et puis mon papa était ingénieur, et ça me plaisait parce qu'il voyageait beaucoup plus que ma maman qui était prof à l'université. Et donc mon rêve, c'était d'être ingénieur comme papa. Et puis c'est vrai que à la maison, voilà, je travaillais, mais voilà, donc ça m'a influencé. Mais finalement, mon grand-père qui était entrepreneur, ça me plaisait aussi. Et tes parents t'aidaient en maths, je sais, quand tu étais petite ou pas ? Parce que tu dis c'est normal, je suis tombée dans les maths. Non, j'avais plutôt des facilités. Alors c'est vrai que je pense que si on demande à mes copains et copines, il y avait toujours un tableau blanc à la maison où il y avait parfois des exercices de maths qu'on faisait avec maman. Quand même sur le frigo. Voilà, ouais, dans la cuisine, derrière le frigo. Mais après, j'ai eu l'âge où, comme tout le monde, je voulais surtout pas que ce soit maman. Où je comprenais rien quand c'était maman qui m'expliquait, donc je préférais demander à d'autres. Mais voilà, donc non, c'est plutôt qu'ils avaient fait des classes prépa et que pour moi, ça me paraissait normal de faire une classe prépa. Jusque-là. Voilà. Et est-ce que tu avais un métier en tête ou c'était juste, tu disais, les sciences et puis voyager Oui, non, école, je voulais faire l'école centrale, ingénieur comme papa, et j'avais aucune idée, mais alors aucune idée. De ce que faisait finalement mon père en tant qu'ingénieur informatique, même s'il travaillait dans la Silicon Valley, dans l'informatique, je trouvais ça, ça me faisait rêver. Il nous ramenait des cadeaux des États-Unis. Et non, honnêtement, quand on est jeune, on n'a aucune idée du monde de l'entreprise et des métiers qui existent après l'école. Tu étudies au lycée Blaise Pascal à Orsay. Tu entres ensuite à l'école polytechnique, on en parlait, l'X pour les intimes. Et naturellement, ta première année, tu réalises ton service militaire. Pour toi, c'est dans le 526e régiment du train, après ton école d'officier à Tours. Alors, premièrement, le régiment du train, tu nous rappelles ce que c'est, et puis après, tu pourras nous dire si alors déjà, c'est l'armée de terre. C'est l'armée de plu. terre, donc c'est la logistique de l'armée de terre, les transports, voilà. Et c'est vrai que le service militaire, alors honnêtement, quand on a 20 ans, à l'époque, le service militaire était encore obligatoire. Quand on a 20 ans, qu'on a eu plutôt un parcours protégé, j'avais aucune exposition au monde militaire, de la défense, se retrouver à 20 ans officier. Donc à encadrer. Donc alors là je souris. Ça c'était, je crois, pendant mon école d'officier. On partait pour, en fait, là on sourit parce qu'on partait pour une semaine de camp dans la forêt. De camp dans la forêt. C'est et sympa, on dormait quand même avec le FAMAS dans les trous de combat. Donc, mais non, ça permet de prendre conscience de ce qu'est l'engagement des militaires pour défendre. On parle beaucoup de sécurité et de défense. Et puis surtout, c'est une expérience extraordinaire d'être exposé à 20 ans dans finalement un premier échelon de management, mais et ça rend très humble, parce que finalement, il faut quand même apprendre à travailler avec les sous-officiers qui savent vraiment ce que c'est que, voilà, et puis les officiers, voilà. Donc c'était expérience très très riche, et puis très sportif, parce que finalement, il y a quand même un côté où on lutte contre soi-même.
Durant Polytechnique, tu as déjà l'âme d'une dirigeante puisque tu organises le gala de la promotion, le Point Gamma. Tu dois trouver des sponsors et tu découvres les exigences de l'entreprise. Tu sors diplômé de l'IX en 1994, puis tu enchaînes avec les ponts, l'École nationale des ponts et chaussées. Quelles sont les qualités essentielles pour toi pour devenir ingénieur et que tu découvres à l'époque? Bah, moi, ce que j'ai beaucoup aimé pendant mes études, alors il y avait toute enfin, on avait des professeurs, des matières, enfin sur le fond, on avait d'excellents professeurs et on apprenait plein de choses. Mais pour moi, c'était la diversité et le travail en équipe. Et tu citais le gala, mais finalement, toutes les activités annexes, pour moi, c'était aussi l'occasion de découvrir la capacité à faire des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. Et finalement, de se dire, tiens, on va monter un truc, on va organiser des projets ça. Comme la liberté de monter, ça. Ouais, et j'étais dans la promo. On était une des premières promos à organiser aussi un week-end d'intégration pour les nouveaux. Voilà. Et donc, c'était, et puis, c'est vrai que l'école polytechnique, c'est une école où on est à la fois nombreux et on a pas mal de moyens dans un campus magnifique. Et voilà. Donc, c'était toutes les activités annexes. Et puis, il y avait des matières peut-être moins scientifiques dans les sciences humaines, mais je me souviens très bien, histoire de l'art. J'avais adoré ce cours-là. Donc, voilà, c'était la découverte et l'aventure. On va parler un peu de ton ascension fulgurante ensuite, un parcours sans faute. À 23 ans, tu commences ta carrière par un stage au BCG, le Boston Consulting Group, la multinationale de consulting stratégique. Tu y passes 2 ans et puis très vite tu rejoins Alcatel, où là cette fois tu resteras 15 ans jusqu'en 2011. Pour Alcatel, tu pars négocier très jeune au bout du monde et tu gères des grands appels d'offres pour SFR ou Orange. Puis tu deviens DRH Monde. Tu vis de l'intérieur la fusion Alcatel-Lucent et aussi toute la consolidation mondiale des télécoms de la Chine aux États-Unis. Tu pars ensuite chez Schneider Electric en 2014 pour travailler sur les alliances stratégiques. Tu gravis les échelons internes et en 6 ans, tu deviens vice-présidente exécutive pour l'Europe. C'est donc chez Schneider que tu vis la pandémie, puisque tu y restes jusqu'en 2022. Après ces expériences intenses et formatrices, le 4 avril 2022, tu pars pour devenir la première femme à la tête d'Orange et l'une des très rares femmes à la tête d'une société du CAC 40. Vous êtes aujourd'hui 3, avec Estelle Brachlianoff chez Veolia et Catherine MacGregor chez Engie. Orange, en quelques chiffres, c'est 300 millions de clients et 137 000 collaborateurs. Et c'est autant de chiffres impressionnants quand on regarde votre plaquette annuelle, évidemment. Comment est arrivée l'opportunité de prendre la tête de cette entreprise, premier réseau de voix données au monde ? Alors, d'abord, quand on commence sa carrière, et tu as rappelé, mon parcours, c'est une succession d'évolutions. Et après, j'étais déjà administratrice du groupe Orange, donc j'étais au conseil d'administration depuis 5 ans. Et puis, c'est un processus de nomination où, c'est le conseil d'administration avec un comité qui évalue des candidatures. Et donc, quand Stéphane Richard m'a proposé, ou en tout cas m'a suggéré d'être candidate, l'idée n'était pas venue de moi. Hein. Et puis ensuite, petit à petit, l'idée fait son chemin. Mais j'étais très heureuse et je m'épanouissais aussi dans ce que je faisais chez Schneider Electric. Mais après, c'est vrai qu'Orange, c'est une entreprise mythique. C'est un métier passionnant. J'avais passé presque 15 ans chez Alcatel, puis Alcatel-Lucent dans les télécoms. Donc Orange, je l'avais connu comme client. Très grande entreprise mondiale, européenne, évidemment fleuron français, avec des énormes enjeux humains. J'ai toujours été passionnée par les enjeux humains des organisations, donc c'est pas une opportunité. T'as senti une pression le jour où tu as reçu ton badge, justement, Orange? Alors, non, honnêtement, ça c'était le premier jour. Non, la pression, elle arrive bien plus tôt que ça, parce que quand d'abord les médias s'en sont chargés, puisqu'évidemment la nomination la nomination du nouveau ou de la nouvelle patronne d'Orange, c'est quelque chose qui avait été un tout petit peu médiatisé. Et donc, et le conseil d'administration, évidemment, m'avait nommé bien avant la date du 4 avril. Et donc, la pression est arrivée bien avant, quelques mois avant. Tu n'avais pas anticipé? Tu t'es dit, tu l'as pas vu venir la pression médiatique, non. C'est la différence entre, l'industrie Schneider Electric, qui est beaucoup moins médiatisée qu'une entreprise comme Orange en France, qui évidemment est dans la vie des Français, et donc forcément qui fait plus parler. Quel est ton secret de résilience ? Je crois pas avoir de secret, parce que ça reste quelque chose. Chacun trouve ses petits moyens, mais non, moi ça a toujours été d'abord d'être bien ancré dans le réel, d'avoir une capacité. Je fais du sport, donc de se vider la tête, d'aller courir. Je suis pas une compétitive, mais par contre faire du sport au quotidien. Le sport, le travail, le sommeil. Le sport, le travail, il faut quand même avoir une qualité de vie, et puis après finalement de se dire, moi je vis
enfin chaque jour compte et donc de profiter de l'instant présent, quoi. Alors on parlera bien sûr de tes plans et de la stratégie que tu déploies actuellement chez Orange un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, c'est l'heure de nous intéresser, de nous plonger dans le monde de tes passions, Christiane Edmine. Une passion pour les télécoms, évidemment, ça se voit sur ton CV et sur toutes tes actions, évidemment. 15 ans chez Alcatel, un petit passage chez Schneider Electric, on en a parlé pendant 7 ans, et tu reviens chez Orange en tant que CEO. Qu'est-ce qui t'attire ou te fascine dans les télécoms ? Les télécoms, moi je suis tombée dedans par hasard, parce que finalement je suis arrivée, je suis rentrée chez Alcatel sans vraiment comprendre le métier. Mais en fait c'est un métier passionnant parce que d'abord c'est bourré de technologie. Donc quand on est ingénieur et qu'on aime un peu la complexité, on est servi dans les télécoms. Il faut bien voir qu'en 20 ans, les télécoms, on est passé des premiers réseaux 2G. Il faut se souvenir des premiers téléphones portables. Alors évidemment, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ils ont oublié, mais nous, on s'en souvient. Et donc c'est beaucoup de technologie et on est dans la vie des gens. Et donc, c'est masquer cette technologie avec des révolutions qui sont passionnantes, parce qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, elle est partout dans nos réseaux, elle est partout pour améliorer nos services clients. Et demain, se poser la question de comment avoir les meilleurs réseaux pour apporter l'intelligence artificielle à tous, partout, c'est des questions qui sont passionnantes. Donc, c'est combiner ce que j'aime bien de mon côté ingénieur avec aussi servir le plus grand nombre, parce que les télécoms, on est dans la vie de tout le monde et on sait à quel point aujourd'hui, on peut plus se passer de connectivité. On le sait, nos clients sont très impatients et quelque part, le Covid a été la démonstration de l'importance de la connectivité quand on est chez soi et qu'on doit parler au monde entier, parler à sa famille et puis continuer à apprendre. Voilà, donc c'est un métier où on est à la fois très utile et en même temps, c'est et puis il y a les deux côtés, très c'est-à-dire qu'il y a le côté derrière la scène où c'est extrêmement technologique et le côté très simple en interface utilisateur. Ouais, c'est très technologique et c'est aussi très humain parce que les techniciens qui gèrent nos réseaux, qui en ce moment même les réparent à Mayotte ou réparent après des tempêtes ou des inondations, voilà, on est au service des gens, au service des entreprises, donc c'est passionnant. Une autre de tes passions professionnelles, c'est celle de la transformation des entreprises. Alors, certaines transformations sont choisies, d'autres parfois plutôt subies. On va commencer par la transformation chez Alcatel. Tu as vécu la fusion avec Lucent de l'intérieur en 2006, et puis l'évolution interne et les changements de direction qui sont suivis, et la suppression de nombreux postes et des pertes financières. En 2011, tu étais la plus jeune DRH d'un groupe du CAC 40. Dans un contexte très difficile où tu as même dû gérer le recrutement d'un nouveau CEO avec le board en place. Tu as vu aussi couler lentement mais sûrement Alcatel qui a fini par se faire racheter par Nokia en 2015. Comment tu expliques cette chute ? Penses-tu que le groupe a manqué quelque chose et qu'est-ce que tu as appris ? Alors, ce qui est passionnant, c'est pas tant la partie transformation que c'est de voir l'impact de l'humain, des humains, des petites décisions, que ce soit les décisions des patrons ou les décisions des collaborateurs ou des managers, dans la capacité des entreprises à exécuter. Alors évidemment, il y a des sujets de stratégie, et si on revient sur Alcatel ou plutôt les équipementiers télécoms, c'était une industrie très très dure parce que les réseaux télécoms, c'est une innovation à marche forcée, 2G, 3G, 4G, 5G, et chaque génération apporte son lot de ruptures et cette capacité à finalement sortir des acteurs dans un environnement où on parle beaucoup aujourd'hui de compétitivité européenne, de capacité à innover en Europe, mais dans les télécoms, en tout cas la Chine, notamment, il y a des équipementiers chinois qui ont conquis le monde, là où finalement Nokia a racheté effectivement Alcatel, mais continue à se battre pour innover, parce qu'il faut avoir de la taille critique. Mais c'est vrai que dans toutes ces transformations, ce qui est compliqué, c'est qu'on voit bien que des petites décisions ou des décisions stratégiques non prises ou difficiles, parce que Alcatel avait reporté, mais c'est plutôt qu'Alcatel avait du mal dans certaines technologies et que dans la durée, on a beau essayer de lutter, d'investir en R&D, structurellement, on ne peut pas rattraper et on finit par se faire... donc, il y a des enjeux de consolidation à terme. Après, une consolidation, en tout cas, le rachat par Nokia d'Alcatel, c'était aussi une issue positive parce que pour créer un fleuron, enfin, en tout cas, garder un leader européen dans ces technologies-là. Mais c'est vrai que humainement, alors moi, j'ai gravi les échelons chez Alcatel, le mot transformation, il
est beaucoup galvaudé, on l'utilise tous les jours, je l'utilise toujours tous les jours en tant que dirigeante, et je me disais toujours, mais quand on parle de transformation, de quoi on parle en fait? Et on veut parfois dire beaucoup de choses très différentes, mais à la fin, voilà, l'humain, la capacité à faire adhérer les collaborateurs à un projet, expliquer, et puis prendre des exemples de ce que les clients attendent. Au fond, les clients, ça doit être notre boussole, évidemment, quand on dirige une entreprise. Oui. C'était Sam Altman qui disait, tu sais, le fondateur de Walmart, qui disait There is only one boss, the customer. Mais oui. Donc il n'y a qu'un seul patron, c'est le client. Pourquoi? Parce qu'il peut après, décider du jour au lendemain d'acheter ailleurs. Après, exactement. Alors c'est évidemment, il y a des équipes dans le marketing dont le job c'est d'analyser en permanence, bien sûr, les besoins des clients, parce que la difficulté c'est pas, il faut les servir au quotidien, puis il faut aussi anticiper, voire créer leurs attentes pour demain et les servir. Mais tout ça c'est passionnant, et c'est vrai que à la fin c'est l'alchimie, c'est le choix des personnes qui nous entourent, des équipes, des designs d'organisation qui font qu'on réussit ou pas dans une entreprise. Donc pour l'ingénieur que je suis, en tout cas la matière humaine, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Une autre grande transformation, c'est celle de la décarbonisation chez Schneider Electric, où tu arrives en 2014, la réduction des émissions de CO2 du secteur de l'énergie, et vous visez la neutralité pour 2030. Cette transformation importante, elle est vue comme un choix, comme une nécessité, ou bien comme une opportunité dans l'entreprise? Alors chez Orange, on vise la net zéro carbone en 2040 et non pas 2030. C'est déjà très ambitieux, mais c'est 2040. Non, on est dans un monde où on le sait. Et alors pour le coup, dans notre métier, on voit les impacts du changement climatique. Donc on se doit de travailler pour atténuer ces impacts, donc réduire nos émissions carbone. C'est quelque chose auquel les collaborateurs du groupe tiennent beaucoup. C'est lequel on est très engagé. On est un des pionniers les plus engagés là-dessus. Ça passe évidemment par consommer moins d'énergie, ce qui est une vraie gageure. Parce qu'il y a toujours plus de trafic dans nos réseaux. Donc, comment faire en sorte que les Français aient toujours le service attendu, la connectivité, le meilleur débit, mais en consommant moins d'énergie, en consommant de l'énergie décarbonée, partout où on opère, que ce soit évidemment en Europe, mais aussi en Afrique. Et puis, faire en sorte qu'on recycle, qu'on collecte, parce que vous avez un grand programme de ressources. Recyclage des mobiles aussi, avec des objectifs très concrets, parce que vous visez d'avoir recyclé 23% aujourd'hui des mobiles à 30% d'ici, en 2025. Donc, vous comptez aussi aller plus loin. Oui, parce qu'on voit bien qu'on est dans un monde où d'abord notre empreinte carbone, elle vient beaucoup de ces équipements. Alors soit les équipements qu'on achète pour construire nos réseaux, soit les équipements qu'on vend à nos clients. Et c'est vrai que changer de mobile tous les ans, ça veut dire que l'Europe consommerait des centaines de millions de portables tous les ans. Or aujourd'hui, beaucoup de clients gardent ces portables parce qu'on n'a pas confiance finalement le portable. On a toute notre vie dans un portable, donc on change de portable et notre portable, on le laisse dans un tiroir à la maison parce qu'on se dit qu'on ne peut pas le confier à quelqu'un. Et donc, ces portables qui peuvent être réutilisés, reconditionnés, voire recyclés, d'abord, c'est beaucoup de matières premières qui peut être très utile pour toute la chaîne d'approvisionnement. Et puis, c'est une bonne chose de réparer aussi de plus en plus. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est très engagé. Et donc, ça, c'est pour la stratégie transition écologique environnementale chez Orange. Vous avez aussi une stratégie de recentrage sur la téléphonie, et donc ce qui a consisté notamment à vendre récemment les chaînes de cinéma OCS à Canal+, et puis vous avez aussi vendu Orange Bank à BNP Paribas. Vous avez 3 principes qui vous animent: la performance, l'excellence et la confiance. Voilà, j'ai bien travaillé sur la manière avec laquelle alors c'est vrai que ça. Mais voilà, dans les grands combats aussi technologiques d'aujourd'hui, on a parlé un petit peu d'intelligence artificielle. Vous avez aussi, je crois, la cybersécurité qui est vraiment un cheval de bataille aujourd'hui. Alors, pour les entreprises et pour les particuliers, ça consiste en quoi? Oui, alors c'est vrai qu'Orange, c'est pas qu'on veut se recentrer, c'est qu'on a, comme dans toute entreprise, on essaye et on se lance dans certaines activités, on innove, et puis parfois on réalise qu'on n'est pas le meilleur actionnaire, ou qu'en tout cas on n'arrive pas à faire grandir ces activités. Donc c'était le cas effectivement de l'activité dans la banque, et donc on a effectivement décidé d'arrêter nos activités bancaires. Pour autant, il y a plein d'activités dans lesquelles on se diversifie. La cybersécurité, qui est quelque chose évidemment qui est essentiel, parce que nos clients attendent de nous qu'on fournisse un service qui soit sécurisé. Or, on voit qu'on vit dans un monde dans lequel l'ultra-connectivité augmente la surface d'attaque pour les attaques cyber. Et donc, on déploie depuis maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on a investi chez Orange dans la cybersécurité avec Orange Cyberdéfense, qu'on a commencé par protéger les grandes entreprises. De plus en plus, on protège des plus petites entreprises.
Et on a aussi lancé des offres pour le grand public, parce qu'on est tous victimes des spams, des SMS frauduleux. Et tout ça, c'est un vrai business. En fait, les cyberattaquants, c'est une mafia. C'est des gens qui essayent de récupérer nos informations privées pour gagner de l'argent derrière, les revendre. Et l'intelligence artificielle apporte à la fois une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, on a lancé des nouvelles offres pour nos clients entreprises. En particulier, on se positionne sur être l'opérateur de confiance. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, quand on est une entreprise, on a envie de tester. Il faut que les entreprises adoptent ces technologies parce que c'est des vrais leviers de compétitivité, d'efficacité, de créativité aussi. Pour autant, il faut le faire dans un environnement qui soit sûr. Il faut s'assurer qu'on protège les données de l'entreprise, qu'on protège évidemment le capital de l'entreprise. Et donc, on a développé un certain nombre de solutions qu'on met à disposition, plutôt des petites, moyennes entreprises. Et puis, nous-mêmes, on teste et on met le pied à l'étrier à l'ensemble de nos collaborateurs sur ces solutions-là. Dernière petite question avant la pause. Simple is beautiful, donc le simple est formidable, c'est un de tes credos, j'adore. Ça se traduit comment chez Orange? Alors, c'est pas simple parce que j'aime bien aussi la complexité, mais c'est vrai que si on ne sait pas expliquer simplement quelque chose, notamment quand on a une idée ou autre, ça va être difficile d'aller expliquer à des milliers de collaborateurs. C'est clairement et les mots pour le dire viennent aisément. En tout cas, il faut savoir expliquer simplement quel problème on essaye de résoudre. Parfait, merci beaucoup Christelle Edman. Il est temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour découvrir les autres passions de Christelle. De retour dans le tête-à-tête des pionniers avec Christelle Edman. Nous allons maintenant parler d'humain et de collectif. Tu dis très justement qu'un dirigeant d'entreprise est avant tout en charge d'un collectif humain. Quel est ton secret pour être sûr de pouvoir t'appuyer sereinement sur l'humain et sur les collaborateurs qui t'entourent? Ah bah, il n'y a pas de secret, c'est aller à la rencontre. Moi, j'aime bien aller sur le terrain pour écouter et comprendre la vie des collaborateurs et le ressenti des collaborateurs. Après, on a toute une batterie. J'ai des équipes en charge des ressources humaines qui passent évidemment, dont le métier, c'est évidemment de s'occuper du capital humain de l'entreprise. Et puis, c'est beaucoup aussi passer du temps pour rencontrer les dirigeants, écouter, nommer toutes les nominations, évidemment, s'entourer dans son équipe directe, mais aussi dans les postes importants en dessous. Donc, je passe beaucoup de temps, effectivement, à connaître les dirigeants de l'entreprise, aller à la rencontre, les voir en situation. Et puis, tu as une capacité à emmener aussi les gens. Il faut donner envie. Oui. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au moteur positif. Les gens, franchement, on vit dans un monde qui est très, très compliqué. Si on ne donne pas envie aux gens de se dépasser, si on ne donne pas des projets positifs, et puis et en même temps, je ne crois pas aux grands rêves et aux grands bouleversements. Je crois beaucoup aux petites victoires du quotidien, et donc savoir célébrer, savoir dire merci, et puis montrer qu'on progresse finalement. Et puis être une force d'entraînement. Ton ancien patron chez Alcatel-Lucent disait de toi, elle embarque tout le monde et a la capacité d'imaginer l'impossible. Donc c'est une bonne définition. Défendre l'humain, c'est aussi pour toi défendre évidemment l'égalité homme-femme. Tu as copiloté en 2021 une mission gouvernementale pour le ministère du Travail sur le développement du congé parental et la conciliation des temps professionnels et familial, avec le sociologue Julien Damon qui a donné naissance au rapport justement Damon-Edman pour, je cite, renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des parents et vie des entreprises. Qu'est-ce que vous y avez préconisé et quelles mesures en ont été tirées? Alors c'est vrai que c'est pas un sujet qui est simple, mais on a une chance, c'est qu'en France on a quand même un système d'aide à la garde des enfants, notamment des enfants en bas âge. Et pendant tout ce rapport, moi, il y a quelque chose qui me frappait et que je voulais absolument mettre en avant, c'est que les femmes en France ne sont pas jugées quand elles retournent travailler après leur congé maternité, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés. Or, si on veut pouvoir attirer les talents féminins dans les entreprises, il faut bien que le sujet de la charge, les femmes, les parents veulent avoir des enfants, c'est une très bonne chose, mais il faut que derrière on puisse assurer des carrières. Et donc dans ce rapport-là, on a passé beaucoup de temps à comprendre finalement dans le système d'aide, notamment le congé parental, qui est finalement un congé qui en France est à la fois très long et pas très bien rémunéré, trop long peut-être, et qui peut écarter certaines femmes du monde du travail. Certaines femmes, parce qu'en fait il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc on avait mis en certaines recommandations de le réduire, de mieux le rémunérer, et puis de faire en sorte qu'il soit peut-être plus utilisé aussi par les hommes, même si c'est des
sujets qui sont après très complexes dans la société actuelle. On sait aussi qu'Orange est arrivé numéro 1 des entreprises du CAC 40 dans un baromètre sur l'égalité professionnelle publié récemment par les Échos. Cela nous amène donc à l'inévitable question, qu'est-ce qu'Orange fait mieux que les autres ? Ah, je ne sais pas si on fait mieux que les autres, mais ça fait longtemps que c'est un sujet qui est porté et qu'il était avant mon arrivée à la tête de l'entreprise. Stéphane Richard lui-même était très engagé pour promouvoir la diversité. Chaque nomination compte, évidemment. On a aujourd'hui 35% de femmes parmi les dirigeants du groupe Orange, donc 35% de dirigeantes. Alors on pourrait dire que ce n'est pas assez, parce que statistiquement, on devrait être à 50%, mais on n'y est pas encore. Dans les métiers techniques, on vise 25%. On est aujourd'hui à quasiment 25% de femmes dans les métiers techniques. Alors certains me disent mais c'est pas possible parce qu'il y a moins de 20% de femmes qui sortent des formations techniques. Mais quand on regarde les chiffres en valeur absolue, c'est tout à fait possible puisque 20% de femmes qui sortent des écoles tous les jours, c'est largement les besoins qu'on a de recrutement. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que d'abord, il n'y a pas d'action miracle, c'est beaucoup de travail, de donner envie, d'identifier les talents, d'accompagner aussi, de lutter contre les biais dans l'entreprise, de faire en sorte que dans les shortlists de nomination, il y ait toujours au moins une femme, de faire en sorte que les femmes aussi ne se bloquent pas elles-mêmes, se mettent pas des contraintes parfois fictives. Mais voilà, donc c'est tout un travail sur le développement et des talents féminins et puis sur les nominations, l'identification et puis les recrutements d'entrée et travailler aussi en amont. On travaille beaucoup avec toutes les associations, bien sûr, qui vont parler aux jeunes filles dans les collèges pour les amener aussi à faire des études scientifiques et aller dans les métiers techniques qui sont, à mon avis, passionnants, qui sont des vrais passeports universels parce que franchement, dans le monde actuel, les métiers scientifiques et les formations scientifiques, ça permet de tout faire. La preuve, je suis ingénieur, j'ai fait des ressources humaines, donc voilà. Mais voilà, il faut démystifier et donner envie de faire des maths. La pandémie, on l'a dit, a accéléré beaucoup de choses dans nos communications et nos télécommunications, mais elle a aussi accéléré, ou en tout cas transformé quelque chose, c'est notre rapport au travail. Quelle est ta vision du rapport au travail et de son évolution aujourd'hui ? C'est vrai qu'on a tous vécu pendant quelques mois, quelques semaines, quelques mois pendant la pandémie, le télétravail à outrance. Je me souviens, à l'époque, on se disait même que le monde allait complètement changer et que les gens resteraient plus de conférences, qu'on resterait tous derrière nos écrans. Or, on a tous compris, quand on est retourné dans les bureaux, l'importance du lien humain, d'être ensemble. Et donc, je crois, enfin, en tout cas, nous, chez Orange, on a évidemment la possibilité, on a des accords télétravail, mais on se rend compte aussi de l'importance. Finalement, pour les entreprises, ça change quoi ? Ça veut dire qu'il faut donner envie aux collaborateurs de venir. On ne va pas au bureau si c'est pour rester derrière un écran et faire des visioconférences toute la journée, parce qu'effectivement, ça, on peut le faire chez soi. Par contre, rencontrer ses collègues, échanger, avoir des liens informels et puis travailler en multifonctionnel, innover, avoir des réunions d'équipe, tout ça, c'est des choses qui sont quand même plus agréables. Voilà, le lien social, il est important par le travail. Tu interviens régulièrement en conférence dans les écoles, à Polytechnique ou HEC notamment, où on va te voir sur des images ici. Qu'est-ce que tu transmets comme message lors de tes interventions ? Alors, on me pose souvent la question de comment on devient dirigeant d'entreprise. Donc, d'abord, tout le monde n'a pas envie d'être dirigeant d'entreprise. On peut être. Oui, c'est un métier très très dur. On n'a pas forcément envie de faire ça. Quand on sort d'école, honnêtement, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et donc, moi, en général, je dis surtout maximisez, apprenez, soyez curieux. On n'a pas besoin de savoir à 25 ans ce qu'on fera à 50 ans. Donc, il faut démystifier aussi. Et puis, il faut surtout, moi, je dis, il faut surtout quelque part choisir ses patrons quand on rentre dans des entreprises. Alors, c'est pas toujours facile, mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec des managers qui m'ont plutôt confié des responsabilités très jeunes, qui m'ont fait confiance, qui m'ont tiré vers le haut. Et puis il y a eu des moments où quand je m'ennuyais, j'ai dit tiens, j'ai envie de changer. Donc je pense que notamment quand on est jeune, franchement quand on est jeune, on a envie de conquérir le monde, on a envie d'apprendre, on n'a pas envie de s'ennuyer. Donc j'insiste là-dessus, mais une fois de plus, il n'y a pas une voie unique. Le plus important, c'est d'apprendre à se connaître et peut-être de savoir ce qu'on n'aime pas faire pour pas le faire, quoi. Voilà. Merci Christelle pour ce partage de ta passion pour l'humain. On va prendre un peu de recul maintenant avec l'instant philo. L'instant philo. Eh oui, l'instant philo. On va parler de nouvelles technologies dans l'instant philo cette semaine et de leur impact sur notre vie quotidienne de manière individuelle et collective. La technologie, on l'a vu, c'est le nerf de la guerre pour Orange dans les communications entre individus. Comment tu décrirais en fait les changements que l'on vit actuellement technologiques dans notre manière de communiquer ces dernières années ?
On voit que ce qui est très particulier, on le voit dans plein de domaines, hein, que ce soit la connectivité extrême, le fait que les réseaux sociaux viennent bouleverser les relations, viennent bouleverser plein de secteurs, hein, les médias, la communication, le rapport à la réalité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Oui, alors maintenant, d'autant plus que les IA peuvent générer des les IA images peuvent générer des choses. fausses. Finalement, dans les réseaux sociaux, les algorithmes peuvent enfermer les gens dans des communautés. Ça, c'est l'effet silo. Voilà, donc c'est à la fois la technologie permet d'avoir accès à une somme d'informations colossales, mais il y en a tellement que finalement on a tendance à se renfermer, à plus faire confiance à son voisin ou à quelqu'un qu'on connaît ou qui est proche que voilà. Donc ça c'est des sujets qui sont évidemment liés à la technologie, mais qui sont très très philosophiques, en tout cas qui posent des vraies questions de société. On est addict à nos portables aujourd'hui. On est tous totalement addicts, ce qui fait que d'ailleurs la notion de numérique responsable, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup chez Orange. On investit beaucoup pour voilà, éduquer, en particulier le lien des jeunes avec le portable, en tout cas les écrans, le numérique. Hein. Le numérique, c'est un formidable levier parce qu'on voit que dans certains pays ou pour certaines personnes, le numérique, c'est un frein. C'est-à-dire si on n'a pas les codes, si on ne sait pas utiliser le numérique, que ce soit en France ou dans certains pays, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas accès. Ça permet d'avoir des métiers, ça permet de développer des activités et en même temps, ça permet d'apprendre. Et en même temps, le numérique à l'extrême, c'est aussi tout ce qu'on sait sur le développement, sur le bien-être, sur le savoir-être. Donc, apprendre à vivre avec le numérique, c'est important. Vous faites des recommandations chez Orange sur, par exemple, l'âge auquel il est raisonnable d'avoir un premier téléphone portable, à quel moment on peut être en contact avec les écrans, puis les réseaux sociaux. Est-ce que ça fait partie des guidelines ? J'invite à regarder le petit spot de pub qu'on a fait au moment de Noël sur ce qu'on a appelé le Safer Phone. Et en fait, le Safer Phone, c'est évidemment un téléphone pour les jeunes qui soit sécurisé, donc avec de la sécurité au sens cybersécurité, éviter la fraude et les spams. Mais c'est aussi un contrat entre l'adulte et l'enfant, alors le parent et le teenager, sur voilà ce qu'il faut faire avec son portable, donc pas l'utiliser à table. Alors c'est vrai pour l'adulte et pour l'enfant, parce que souvent nous-mêmes en tant qu'adultes, on n'est pas des bons modèles pour nos enfants. Et donc ça rappelle un peu à tout le monde les codes de bien vivre avec le numérique. Il y a encore 15% d'illettrisme. Comment est-ce que c'est incompressible ? C'est-à-dire, pas d'illettrisme, l'électronisme, je vais y arriver, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec les nouvelles technologies, qui ne peuvent pas forcément en bénéficier. Est-ce que c'est pour toi un taux incompressible ? Est-ce qu'on peut aller en dessous ? Quels efforts il faut déployer ? Comment faire ? C'est pas un taux incompressible, mais c'est un vrai. D'ailleurs, on dit illettrisme ou électronisme, les deux peuvent être combattus grâce au numérique. L'intelligence artificielle va aussi permettre beaucoup de choses, mais c'est vrai que on a ce rôle d'accompagner, de former. Donc on le fait dans nos boutiques Orange. Il y a des collaborateurs qui aident et qui forment des clients qui peuvent avoir du mal. On accompagne. On a aussi ce qu'on appelle les Orange Digital Center, dans lesquels on forme. Alors on travaille avec des associations. Il y a le milieu associatif est très engagé sur ces sujets-là. On travaille aussi avec les élus locaux et les collectivités en la matière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein dans la société si on n'a pas accès à tous ces outils. Comment est-ce qu'on peut s'assurer d'une croissance raisonnée des nouvelles technologies et respecter une certaine éthique sans pour autant justement freiner l'innovation ? Ça, c'est un sujet qui est au cœur des réflexions actuelles sur l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, elle fait peur. Par moment, on se dit elle va remplacer l'humain. Alors ça, nous, on n'y croit pas chez Orange. Et en fait, la façon dont on démystifie, c'est que il faut utiliser les technologies pour comprendre que la technologie, elle est faite évidemment par des humains et elle doit être faite pour des humains. La difficulté qu'on a, et d'ailleurs c'est quelque chose qui ressort de toutes les études qu'on fait, c'est que quand on ne comprend plus qui a fait la technologie, où sont les algorithmes, qui les a conçus et quels sont les biais qu'il peut y avoir dedans, c'est là où on commence à avoir peur parce qu'on se dit on perd le contrôle. Donc c'est des sujets qui sont philosophiques aussi, parce que c'est le rapport de l'humain avec la technologie et le rapport d'humain avec le pouvoir sur l'avenir du monde. C'est pour ça qu'on en parle dans l'instant philo. Oui, mais c'est vrai aussi que si on réalise qu'on utilise déjà tous les jours dans les applications qu'on utilise sur nos portables ou sur nos PC de l'intelligence artificielle, je crois beaucoup au fait qu'il faut se former parce que c'est aussi des outils qui font que on peut trouver un job demain, on peut créer une entreprise demain et on peut innover. Voilà, donc il faut embarquer tout le monde. On a ce rôle évidemment nous de démocratiser les technologies pour nos clients.
On regarde vers le futur avec confiance dans les pionniers. Justement, on a une question pour toi de la part de Laura Chaubard, la directrice générale de l'École Polytechnique. On écoute sa question. Bonjour chère Christelle, tu incarnes aujourd'hui le talent des femmes ingénieurs, alors je voudrais te demander, pour toi, à quoi ressemblera l'ingénieur du futur et l'ingénieureux du futur ? Oh, l'ingénieur du futur, alors il sera bien homme ou femme, hein, les deux à égalité. On en est loin hein, dans les statistiques des sorties d'école d'ingénieurs. On voit qu'on est dans un monde où les barrières scientifiques, en tout cas historiquement, hein, on a beaucoup cantonné les sciences. Alors la chimie d'un côté, l'informatique de l'autre, les biotechnologies de l'autre. Et on voit qu'aujourd'hui, l'innovation, elle vient de connecter ces technologies entre elles. Les batteries, c'est de la chimie. L'énergie, historiquement, l'électromécanique vient parler. L'IT, l'informatique et l'intelligence artificielle va booster tous les leviers d'innovation. Et donc, l'ingénieur du futur, il doit vraiment apprendre à travailler dans son domaine d'origine, mais ouvrir les chakras et travailler en transverse sur tous les domaines scientifiques. L'ingénieur qui ouvre ses chakras. Merci Christelle pour ces réflexions modernes. On passe maintenant à la séquence actu. La grande actualité sur laquelle je voulais qu'on échange, Christelle Edman, c'est cet événement qui nous a tous marqués en 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, dans lesquels Orange tenait un rôle de taille en tant que fournisseur et partenaire premium. Cet événement était un défi technologique d'une ampleur inédite pour Orange. Est-ce que tu peux nous parler des coulisses des JOP côté Orange ? Alors c'est vrai qu'on est en 2025, mais 2024, pour nous, c'était l'année de l'Everest des télécoms. C'est comme ça qu'on avait baptisé les Paris 2024, les JO et les Paralympiques. Pourquoi ? On était le seul opérateur, Orange, là où à Tokyo, il y avait 5 opérateurs. Donc on avait cette responsabilité colossale de connecter tous les sites de compétition, de connecter les médias, de connecter les services de sécurité, de connecter les services organisateurs des JO, de faire en sorte que des milliards de spectateurs voient la cérémonie d'ouverture sur la scène, des dizaines, en tout cas plusieurs kilomètres sur l'eau. Et donc tout ça, c'est plus de 1000 collaborateurs du groupe Orange qui l'ont fait et qui l'ont bien fait, puisqu'évidemment, on n'a non seulement pas eu de problème, mais on a battu des records de trafic. On n'avait pas imaginé que les spectateurs dans les stades qui avaient payé des billets pour voir de l'escrime ou de l'athlétisme s'arrêteraient de regarder les épreuves et deviendraient des téléspectateurs pour voir les finales de Léon Marchand, qui ont battu en même temps. Tout se passait en même temps. Donc, on a battu des records de trafic dans nos réseaux. Le trafic 5G a doublé à Paris été 2024 par rapport à l'été 2023. Voilà. Et tout ça, on est très fiers de dire que c'est la France qui brille, la France qui rayonne, parce que ça n'avait jamais été fait. Et on a réinventé quelque part l'événementiel et les équipes, tous les grands événements sportifs désormais embarqueront autant de technologies et de capacités à voir de façon très très fluide et de façon avec évidemment des images très haute définition. Voilà, donc ça c'est génial parce que ce sont des infrastructures qui vont rester ou bien c'est totalement. Alors sur ce qu'on a mis en œuvre pendant les JO, il y a une partie des infrastructures qui restent. Ça fait partie de l'héritage des Jeux dans les grands stades. Je pense en particulier le Stade de France, mais le Grand Palais également. Certains sites qu'on avait rajoutés, en particulier dans Paris ou dans certaines villes de compétition, sont restés. Et puis certains des équipements qu'on avait mis en place en fait sont réutilisés. J'ai en tête l'accord qu'on a annoncé récemment où on réutilise certaines des bornes Wi-Fi qui avaient été mises en œuvre. C'est La Poste qui les réutilise aujourd'hui dans le contrat qu'on a avec eux. Voilà, donc tout ça a été fait de façon responsable et en même temps extraordinairement innovante. Alors le sport, on l'a vu, c'est quelque chose qui prend une vraie place dans ta vie. Tu as beaucoup pratiqué l'escalade, tu continues de pratiquer le trekking, tu dis que le sport est essentiel à ton équilibre et tu as personnellement mouillé le maillot durant ces Jeux. On te voit sur ces images courir avec tes collaborateurs, les collaborateurs d'Orange, notamment lors du marathon pour tous. C'était comment de courir avec tes équipes ? Non seulement j'étais avec des équipes, mais on était avec des milliers. C'est des milliers de personnes qui avaient concouru et qui avaient eu la chance d'obtenir ce dossard pour pouvoir courir le marathon ou le 10 km. Effectivement, le marathon pour tous sur le même parcours que les marathoniens olympiques. Donc, moment extraordinaire, un public extraordinaire tout le long du parcours et puis une ambiance au cœur des Jeux. Donc, vivre les Jeux en tant que sportif, honnêtement, et avoir permis à plus de 40 000 personnes de vivre ça, bravo et merci Paris 2024.
Et tu as aussi porté la flamme olympique. Exact. C'était un rêve d'enfant? Comment ça s'est passé? C'était pas du tout un rêve d'enfant, mais c'est voilà, superbe opportunité. Je suis pas la seule, on est plusieurs à l'avoir fait chez Orange, mais évidemment pouvoir représenter le groupe Orange et porter la flamme, grand moment de fierté pour moi, pour le groupe. Et puis on était plusieurs à le faire, donc j'ai passé le relais ensuite à un ancien athlète qui avait lui-même été champion olympique. Donc c'est extraordinaire moment que ce relais de la flamme. On passe maintenant à la séquence questions rapides de l'émission qui s'appelle le Quizella. Séquence Quizella dont voici les règles. Je te pose des questions rapides, tu y réponds rapidement, c'est pas plus compliqué que cela. Ça va vite, tu es prête? Allons-y. On est parti. Escalade ou trek? Oh, trek. L'innovation technologique des dernières années qui t'a le plus bluffé? Ouf. Il y en a beaucoup. Oui, non, il y en a beaucoup. Ouais. On va dire que l'IA, c'est quand même quelque chose. Oui, ça reste à venir. En fait, ça reste à venir, oui. Mais je crois que c'est ça a l'air d'être là pour durer. L'image des JO 2024 que tu retiens? Léon Marchand et toutes ses médailles. Est-ce qu'on a plusieurs téléphones quand on est CEO d'Orange? Ah oui. Oui. Voire même, on a plusieurs numéros sur un même téléphone. Alors, Apple ou Samsung? Moi, je suis Apple, mais bon, j'aime bien Samsung aussi, parce que tous les deux sont des fournisseurs importants. Ta potion magique à toi, qui te donne la pêche? À moi, c'est mes enfants. Ils me ramènent dans le réel. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit? J'aime pas les gens qui sont négatifs. Est-ce que tu as une habitude que tout le monde devrait avoir, selon toi? Une habitude? Moi, j'aime bien, je suis ultra positive, voir le verre à moitié plein. Qu'est-ce qui te plaît chez l'humain? L'incertitude. Qu'est-ce qui te gonfle le plus chez l'humain? L'humain qui est négatif. Toujours le même. C'est celui-là, faut le trouver. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, j'en ai plein. J'ai pas des grands rêves, moi j'ai des sommes de petits rêves, mais garder l'esprit olympique chez Orange, voilà, Paris 2024, grand moment. Pour toujours. Pour toujours. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? Au quotidien, j'essaie de bouger les lignes, sans que ça se voit forcément, mais ne rien rater. Tu bouges des petits pions, ouais. Un par un, avec quand même une vision. Oui, bien sûr. Parce que bien sinon, sûr. Tu sais pas dans quelle direction bouger tes pions. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la prochaine personne qui sera l'invitée dans Les Pionniers? Passer un bon moment, ça va être sympathique. Voilà. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutent Les Pionniers aujourd'hui, que souhaiterais-tu leur dire? On vit dans un monde qui est compliqué, mais essayons de penser à nos enfants. Merci beaucoup, Christelle. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée. Victor Lehmann, Parade, musique des JO 2024. C'est quoi l'histoire de cette chanson pour toi? On l'a découverte à la cérémonie d'ouverture et puis elle nous a amenés. On a tous essayé de la télécharger en streaming. Elle n'était pas disponible sur les plateformes de streaming. Et on l'a vue. Et moi, je l'ai réentendue ensuite sur la ligne de départ du Marathon pour tous parce qu'elle était là dans toutes les épreuves pendant toute cette période magique des Jeux Olympiques et des Paralympiques. La magie et les frissons, les JO. En effet, c'est la fin de cette émission. Merci Christelle Edman de nous avoir fait partager ton monde inspirant, moderne, philosophique et efficace. Merci beaucoup. Merci Frédéric.